Bonjour Yvan Droumaguet. Je ne peux pas m'empêcher de prendre une citation d'Oscar Wilde qui dit « L'amour rend aveugle, le mariage rend la vue ». Le mariage, d'une certaine façon, est le tombeau de l'amour. Le mariage, oui, effectivement, serait ce qui fait retrouver la lucidité, parce que on se trouve au quotidien avec l'autre et que l'on peut alors connaître et avec lequel on peut vivre finalement tel qu'il est dans sa réalité et non plus idéalisé. Est-ce que la vie au quotidien est telle qu'elle devient réglée par le mariage, où en fait on entre dans l'institué, dans l'institution, et puis peut-être avec les enfants, avec l'institution familiale, etc. Est-ce que en fait cette vie-là est incompatible avec l'amour, en tout cas avec un amour passionnel? Peut-être cette vie-là est peut-être davantage compatible avec un amour en fait qui devient peut-être une amitié conjugale. L'amour peut aussi être le tombeau du mariage, dans la mesure où les sentiments, si on se marie par amour, le sentiment amoureux risque d'évoluer et surtout de s'éteindre. Oui, oui, c'est ce que j'ai repris d'une question que j'avais trouvée dans l'ouvrage d'Olivia Gazalet qui disait à propos de l'amour, qui disait est-ce que le mariage d'amour est-il la première cause de divorce en fait? C'est-à-dire que je trouvais que la question était très pertinente parce que effectivement c'est un peu depuis quelques décennies que l'amour et le mariage sont ainsi unis. On dit aujourd'hui tout le monde veut se marier par amour et non plus par intérêt ou par arrangement familial. C'est ce qui est le plus fragile. Bon. Et en fait, et l'amour en même temps, on n'est pas assuré qu'il va durer, alors qu'un mariage qui est fondé sur l'intérêt ou sur le désir de fonder une famille, est fondé sur quelque chose qui peut apparaître plus solide. Donc si l'amour est le seul fondement du mariage, on peut comprendre que en fait, le mariage s'en trouve fragilisé et que donc par là même le divorce s'en trouve favorisé, si l'on peut dire, et que même ça donne une sorte de légitimité au divorce, puisque si l'amour est fondement du mariage, on peut considérer qu'à partir du moment où le sentiment de l'amour diminue, eh bien alors le mariage n'a plus de fondement, n'a plus de raison d'être. L'amour, c'est aussi aliéner sa liberté, puisque c'est le conflit de liberté. Oui. C'est sans doute un très grand problème dans la vie des couples et dans l'amour dans la durée du couple amoureux en quelque sorte. Pourquoi? Parce que il y a dans l'amour, particulièrement dans l'amour passionnel, il y a un désir possessif, il y a un désir d'exclusivité, il y a un désir au fond, il y a le désir au fond d'être tout pour l'autre. À la fois l'autre est tout pour soi, mais aussi je désire aussi être moi-même tout pour l'autre. Ce qui fait qu'il y a le désir en fait que la liberté de l'autre trouve en quelque sorte sa limite en soi. On devient soi-même en quelque sorte, ou en tout cas on aspire à devenir soi-même la limite de la liberté de l'autre. Ce qui fait que dans la durée, une fois passé en quelque sorte un peu l'extase de la rencontre, après cette passion-là peut être vécue comme un enfermement et comme une façon d'aller à l'encontre de la liberté de l'autre, et aussi comme une façon de ne pas reconnaître l'autre en tant qu'être existant par lui-même. Bon. Donc il y a aussi, lié à la liberté, je crois, le problème de l'altérité, c'est-à-dire qu'au fond, reconnaître que l'autre n'est pas soi, et que donc il ne nous appartient pas, et qu'il peut avoir une vie, qu'il peut avoir d'autres relations que nous, qu'il peut avoir d'autres activités, qu'il y a toute une part de sa vie en quelque sorte qui échappe. Et en ce sens, la passion proprement dite, l'amour passionnel proprement dit, vécu comme absolu avec tout ce que ça implique, y compris de jalousie, d'exclusivité, etc., est contradictoire avec la liberté d'une certaine façon. Hein. Et aujourd'hui, chaque être humain aujourd'hui a tendance à chercher à exister par soi aussi, et pas seulement comme étant le membre d'un couple, ou ce qui fait que l'amour passionnel aujourd'hui rencontre et se heurte peut-être de façon encore plus
plus marqué à la liberté. Vous dites que par essence, l'amour-passion est un amour tragique, justement. L'amour-passion, j'en rends compte comme de ce qui relève du tragique, c'est vrai, puisque bon, quand j'en parle, c'est en fait en rapport à l'aide des mythes, celui de Tristan et Iseut, comme un mythe archétypique en quelque sorte, et il est en rapport à la mort, il est en rapport... il apparaît comme ce qui ne peut pas en fait trouver existence dans le monde tel qu'il est. Donc comme un bonheur qui n'est pas de ce monde et qui ne pourrait s'accomplir en fait que dans une sorte d'aspiration à un monde autre, ce qui passe par le fait de mourir. Est-ce que l'amour, c'est pas une illusion, une construction imaginaire ou... Certains ont vu cette illusion comme étant l'effet d'un conditionnement, qui peut être un conditionnement social, culturel. C'est vrai qu'on peut... il existe un conditionnement, au fond, parce que où on parle de l'amour, où on voit des films d'amour, où on entend des chansons d'amour, où on lit des magazines, en fait, où être amoureux apparaît comme étant, l'état amoureux apparaît comme étant, en fait, un but que chacun doit avoir, d'une certaine façon. Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'on ne cherche pas l'état amoureux, au fond? Est-ce qu'on ne cherche pas à se trouver dans un état amoureux, et puis peut-être qu'on se complaît, peut-être que tout cela n'est que... est peut-être un effet. En ce qui concerne Schopenhauer, oui, donc, oui. L'amour pour lui serait une ruse de la nature. Oui, il y aurait une sorte de déterminisme naturel qui ferait que l'amour nous pousserait les uns vers les autres, enfin, l'hétérosexualité en tous les cas, pour la reproduction. Voilà l'hétérosexualité, parce que bon, c'est l'idée qu'en fait l'amour, ce serait en fait l'illusion qui permet la reproduction de l'espèce, d'une certaine façon. L'individu humain, bon, si on lui propose comme but de reproduire l'espèce, peut-être, ce n'est peut-être pas un but qui sera suffisant pour lui. Donc l'amour serait en quelque sorte le moyen, une sorte de stratagème, de ruse dont userait la nature pour que, croyant poursuivre un but singulier, par son amour, en fait, eh bien, l'individu humain accomplisse en fait ce qui est tout simplement une loi de la nature. Voilà, une sorte de déterminisme de la nature, la reproduction de l'espèce. Et vous citez Alain Badiou en particulier, qui fait valoir la durée. Oui, voilà. Et aussi le fait que ce soit une construction à deux, c'est-à-dire que deux différences font que ça crée un monde à partir de ces différences. Oui, il insiste beaucoup sur l'importance de la durée, alors que peut-être quelquefois, quand on parle de l'amour, dit-il, et je crois qu'il a raison, et, on s'intéresse davantage à la rencontre amoureuse, c'est-à-dire ce qui a un caractère assez événementiel. Surtout avec l'arrivée d'Internet et dans le marché. Oui, il y a le fait que l'amour est aussi, effectivement, comme vous dites, fait aussi partie d'un marché. Donc il y a quelque chose qui relève du libéralisme économique aussi dans le marché amoureux. Rien n'échappe au marché, même l'amour. Oui, même l'amour, oui. Il est vrai que bon, on fait d'une certaine façon son marché, enfin, dans la mesure où on fait des évaluations, on fait des comparaisons, et avec en même temps une sorte de... avec en même temps une manière de chercher à se satisfaire soi. C'est-à-dire que si l'amour devient une sorte entre aussi dans le domaine du marché, ça veut dire que on est dans une consommation où qui dépend du plaisir de celui qui consomme. Donc ça veut dire, voilà, aujourd'hui tu me plais, bon, très bien, demain tu ne me plais moins, ou peut-être j'ai trouvé quelqu'un qui peut-être me plaira davantage, donc eh bien je vais changer. C'est-à-dire qu'il y a cette façon de ne pas entrer vraiment dans la construction, ce sur quoi insiste Badiou, justement cette construction d'un amour qui dure, c'est-à-dire construire une vie qui soit une vie à deux, où l'altérité de chacun en fait soit là, soit présente, mais qui soit aussi, c'est pas simplement la construction d'une vie amoureuse à deux, c'est aussi la construction d'un rapport plus global au monde, qui est en fait un rapport au monde qui se construit à deux et qui se construit avec la différence de ces deux-là. Et là, c'est tout. Je trouve que c'est un beau projet, d'une certaine façon, d'exprimer l'amour de cette façon.
c'est aussi pour cela qu'il considère importante la fidélité, en fait, dans le rapport à cette durée. Alors la fidélité qui n'est pas... quand on parle de la fidélité dans l'amour, on peut l'entendre de façon extrêmement différente, hein, parce qu'on peut avoir la fidélité telle qu'elle peut être, la fidélité chevaleresque, à une sorte de femme idéalement aimée qui s'enracine dans un rapport religieux au monde. Et puis il peut y avoir aussi la fidélité qui est en fait dont on a une représentation dégradée. Quand on croit qu'être fidèle, c'est simplement ne pas avoir de rapport sexuel avec quelqu'un d'autre, par exemple. Et on appelle ça... Bon. Mais la fidélité chez Badiou, c'est justement ce véritable engagement, cette façon de déclarer aussi cet engagement et de s'y tenir pour pouvoir construire. Sans que ce soit un contrat. Voilà. Sans que ce soit justement non plus, sans que ce soit un contrat, sans que ce soit... c'est tout... en fait, c'est quelque chose qu'il est difficile de faire d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'une fois, on peut le dire, on peut dire c'est très bien, construire dans la durée, avoir cette fidélité de l'engagement. Il insiste sur l'importance du « je t'aime », de la déclaration. C'est-à-dire que si je déclare mon amour, ça veut dire en fait que je m'engage d'une certaine façon à construire et pas simplement à vivre sur le moment, sur le mode de la rencontre, le moment immédiat, mais que je m'engage à construire. Alors ça, c'est du langage. Après, dans la vie elle-même, c'est tout l'enjeu de la durée amoureuse qui est au fond, je crois, aujourd'hui quand même une difficulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même on se sépare beaucoup. Les rapports passionnels semblent peu propice finalement à durer, il faut qu'il se transforme, il faut qu'il se transforme en une construction, en même temps une construction qui soit une construction amoureuse et non pas une routine conjugale. Voilà. Alors ça fait beaucoup de difficultés. Alain Badiou aussi reprend Lacan, qui dit il n'y a pas de rapport sexuel. Oui, tout à fait, ouais. Qu'est-ce qui unit en quelque sorte? Qu'est-ce qui unit deux êtres? Et on parle de l'union sexuelle. Est-elle une union en tant que telle, simplement? C'est-à-dire que si chacun, en fait, est-ce que là, on parlait tout à l'heure d'illusion, mais est-ce qu'on n'est pas là dans l'illusion, en quelque sorte, d'une union? Est-ce que le réel de cela, ce n'est pas plutôt, comme c'est aussi ce que dit Badiou un peu dans le même contexte, un réel narcissique, c'est-à-dire un réel dans lequel chacun s'attache en fait à son propre plaisir, s'il n'y a pas autre chose qui vient en quelque sorte accomplir l'union, qui vient que finalement l'autre n'est pas seulement le moyen de mon propre plaisir, mais qu'il est en fait celui ou celle que j'aime, justement, est-ce que ce n'est pas l'amour justement qui peut opérer véritablement l'union, en fait, que n'opère pas seule la sexualité? Est-ce que, par exemple, l'amour, ce serait l'amitié avec le sexe en plus, simplement? On a souvent cette idée, en fait, que l'amitié, ce serait en fait une union entre deux individus, mais sans qu'il y ait d'union des corps. Voilà. Bon. Et que l'amour serait par là même une union plus complète, puisqu'elle serait à la fois l'union des âmes, si on veut parler comme ça, enfin, et l'union des corps. Bon. Alors après, c'est vrai que dans le livre, je pose cette question en particulier en rapport à l'amitié telle que la vivait et telle qu'en parle Montaigne dans le chapitre des essais. Oui, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Voilà, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Parce que ça, c'est un langage amoureux. Voilà, c'est un langage amoureux. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il dit de l'amitié, c'est en fait ce qu'on pourrait dire. On pourrait dire la même chose de l'amour. En fait, il parle aussi, enfin, il parle de l'amitié comme on pourrait parler de l'amour. Donc c'est trompeur. C'est un langage amoureux. Et il dit lui-même, ce qui est d'ailleurs que si l'union des corps pouvait aussi contribuer à cette amitié, à cette union des âmes, qui est d'une telle union, parce que quand il parle de cette amitié, il en parle comme d'une véritable quelque chose de fusionnel, mais une fusion qui existe au niveau des âmes. Mais il dit lui-même, s'il pouvait y avoir une union des corps aussi, cette amitié serait plus complète. Alors cette amitié plus complète, est-ce que ça veut dire que ce serait l'amour? Bon. Maintenant, après, c'est l'union des corps, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est-à-dire que l'union des corps, si peut-être il n'y a que l'union des corps, ce n'est peut-être pas non plus l'amour. Donc, est-ce que l'amour, ce serait l'ensemble, finalement, de l'union globale, l'union totale? C'est-à-dire que la totalité de l'autre, en fait, unie à la totalité de soi. Voilà, ce serait peut-être ça la... En tous les cas, ça pourrait valoir au moins dans la durée. On peut penser que l'amitié souvent dure plus facilement que l'amour, enfin, peut-être aussi parce que l'amitié engage moins, si elle n'engage en fait qu'une part de soi et pas la totalité, peut-être
Peut-être que la dimension physique de l'amour, le rapport au corps de l'autre, peut-être que bon, c'est plus difficile à vivre, que ça engendre peut-être davantage la jalousie, par exemple, les tensions, que l'amitié. L'amitié peut apparaître comme, au fond, un rapport qui reste plus raisonnable, plus relatif. Mais chez Montaigne, quand même, cette amitié, elle a un caractère passionnel, d'une certaine façon. Alors, est-ce que le passionnel, s'il s'agit de l'amour, est-ce que le passionnel peut durer? Est-ce que parce que la totalité de l'autre, on l'a finalement dans le moment passionnel où les deux se joignent en quelque sorte et se rencontrent. Mais là, on est dans la rencontre passionnelle. Et tout le problème, c'est de passer de la rencontre passionnelle finalement à une durée. Parce qu'on reste encore dans un temps court finalement. On peut penser que le temps de la passion est court et que... Mais alors, si le temps de la passion est court après, qu'est-ce qu'on a après? Est-ce qu'on n'est pas dans une vie où on aura perdu peut-être aussi quelque chose d'essentiel? C'est toute la difficulté. Soit dans la déconvenue, soit dans l'arrangement. Voilà, c'est toute la difficulté, parce que ce que développe André Comte-Sponville, c'est cette idée qu'en fait, la passion, ce serait bien au départ, mais ça ne peut pas durer trop, quoi, parce que de toute façon, ceux qui croient que ça pourrait durer trop, ils se trompent, ils sont dans l'illusion totale, ouais. Ils sont dans une sorte de folie. Donc si on veut vivre un amour de façon dans le réel, en quelque sorte, eh bien, il importe de le transformer, cette passion, en quelque sorte, qui serait le commencement, de transformer ce commencement en quelque chose qui devienne une construction plus durable. Alors c'est vrai que en même temps, ça veut dire que c'est une autre approche aussi de l'amour. Ça veut dire que c'est vrai que la passion est quand même très liée au manque et à la souffrance, et que André Comte-Sponville s'inscrit dans une tradition où, en particulier à partir d'Aristote, et puis surtout de Spinoza après, où il considère que aimer, le simple fait d'aimer, peut être en quelque sorte une joie, et non pas une souffrance. Et ça c'est aussi un problème. C'est-à-dire, est-ce que si j'aime, est-ce que je souffre de l'absence de l'autre, ou bien est-ce que je suis joyeux que l'autre existe? Voilà. Et ça, est-ce que c'est la joie, est-ce que c'est la souffrance qui domine au fond dans mon amour? Et si je souffre du manque de l'autre, est-ce qu'en fait, mon aspiration, elle n'est pas surtout que moi-même je désire être aimé? Est-ce que être aimé est pour moi plus important que aimer? Parce que si c'est aimer qui pour moi est plus important, alors si l'autre n'est pas là, en fait, j'ai une sorte de joie du fait que l'autre existe tout simplement. Et s'il est là, j'ai une joie de sa présence. Mais s'il n'est pas là, je ne souffre pas de son absence. Ce titre repose en fait sur l'idée que la philosophie aurait rencontré dans sa tentative pour rendre raison des choses, de l'humain, du monde, une limite, et que l'amour serait en quelque sorte l'une de ces limites, en tout cas, parce que l'amour étant, c'est mon point de départ, ce dont on ne peut, par essence, rendre raison. Et si la philosophie s'attache à rendre raison, alors elle ne peut qu'échouer face à ce qui échappe à la raison et qui ne se préoccupe pas non plus de la raison. Dans ce mouvement pour penser, la philosophie rencontre toujours à un moment donné une limite, c'est-à-dire quelque chose qui va échapper en quelque sorte, qui en un sens échappe à la pensée, mais le fait de pouvoir rencontrer cette limite est en même temps une façon d'apporter un certain éclairage sur ce qui est en quelque sorte au-delà de la limite même. C'est-à-dire quand il s'agit de l'amour, ou quand il s'agit de l'art, ou quand il s'agit du religieux, c'est-à-dire que c'est une manière de pouvoir qui permet en fait en pensant ce qui échappe à la raison, ou en s'efforçant en fait d'aller vers ce qui échappe, enfin en rencontrant en quelque sorte dans l'effort même de penser ce qui échappe à la raison, la philosophie en fait aide à mieux comprendre sa propre condition humaine, enfin d'une certaine façon. Et c'est vrai pour l'amour, c'est ce que j'essaie de montrer entre autres, mais bon, je pense que ça pourrait être vrai pour d'autres, comme on parlait de l'art et de la religion tout à l'heure. Voilà. Donc c'est peut-être l'objet de futurs livres. Bah, peut-être bien. On verra bien. Bon, merci Yvan Droumaguet. Merci à vous, merci beaucoup.